Salut les amis, Chapeau Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. Écoutez, on va se retrouver aujourd'hui, et non pas pour une vidéo achat récent, une fois n'est pas coutume, parce que voilà, je trouve ça fascinant de présenter nos achats, tout ça, d'en parler, de comparer, et c'est vraiment sympa, mais là avant tout, ma plus grande passion c'est le cinéma, c'est parler de cinéma. J'ai regardé énormément de trucs ces derniers temps, il y a une trentaine de films à peu près je crois. Je vais vous en parler de tous ceux que j'ai vus, en vous présentant rapidement le film, en vous donnant mon avis, voir si je vous le conseille ou pas, et j'essaierai à chaque fois de, si j'y pense au moment du montage, de vous mettre au moins une petite image ou deux par rapport au film. Donc il y a de tout, vous allez voir, il y a de la comédie, du film français, il y a du film d'action, il y a du film de monstres, il y a du film d'horreur, beaucoup, et de la comédie, du drame, enfin voilà, il y a un peu de tout. Donc bah écoutez, on va commencer sans plus tarder, hein, parce que la vidéo, elle va être assez longue. Donc le premier que je vais vous parler, c'est Le Dernier Train pour Busan. Ouais, donc film coréen de 2016. Alors j'ai noté le nom du réalisateur, de Sang-ho-yoon. Il n'a pas fait grand chose à part Seoul Station, qui est le moyen métrage d'animation qui a justement inspiré son Dernier Train pour Busan et qui donnera lieu l'année prochaine, enfin cette année, à la suite, s'intitule Peninsula. Je vais essayer de vous mettre l'affiche également. Donc concrètement, c'est un père qui est divorcé de sa femme, qui va devoir amener sa fille, donc la mère, dans un village qui s'appelle Busan. Et au moment d'arriver à la gare, il y a une épidémie d'infectés qui tombe, et toute la gare est prise, et donc prise de panique, et c'est angoisse et tout ça. Donc ils montent in extremis dans le train, sauf qu'au moment de monter dans le train, il y a une femme infectée qui monte dedans, et à partir de là, un véritable carnage commence. J'ai trouvé le film génial, la tension qui monte vraiment crescendo tout au long du film. Les acteurs sont excellents. La majeure partie de leurs réactions, de leur prise d'initiative sont cohérentes et plausibles. Enfin, c'est des comportements pas bêtes comme dans la plupart des films d'horreur malheureusement. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Les effets spéciaux sont vraiment excellents, je me suis vraiment régalé, on s'ennuie pas du tout devant le film. Et voilà, donc vivement la suite parce que j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, rien à voir, un film que j'ai vu sur Netflix, je vous mets l'image ici, qui s'appelle How It Ends. Alors c'est un thriller post-apocalyptique, donc mélange de thriller et film catastrophe. Avec, la réalisation c'est David M. Rosenthal, qui a rien fait de connu. Et donc au casting on a Theo James et Forest Whitaker. Denzel Washington, Forest Whitaker qui est le noir un peu raciste sur les bords et qui a du mal à piffrer son beau-fils, donc Theo James. Et il se trouve que ce dernier va devoir rejoindre sa copine à l'autre bout du pays des États-Unis, donc je sais plus dans quelle ville, Pennsylvanie ou je sais plus trop où. Et au moment de prendre son avion à l'aéroport, tous les vols sont annulés, et la dernière fois qu'il y a eu sa copine au téléphone, il a cru comprendre qu'en gros il s'est passé une catastrophe, il y a eu quelque chose de grave. Donc il va accompagner Forest Whitaker, donc son beau-père, à travers les États-Unis. Il va devoir esquiver les différentes personnes qui sont pris de folie par rapport à l'apocalypse qui est en train d'arriver en fait, donc ils vont se faire braquer la voiture, enfin voilà, ça va être une action rudement menée. C'est une espèce de buddy movie road trip à la sauce post-apocalyptique, c'est vraiment très sympa. J'ai passé vraiment un excellent moment également, les effets spéciaux sont vraiment bons, les scènes de destruction sont cool, la tension est bien prenante. Et alors le titre, quand on traduit How It Ends, c'est comment ça se termine. Clairement c'est la question qu'on se pose en voyant la dernière image du film. Donc il parle potentiellement d'une suite, à voir, mais si on a une, je suis preneur parce que franchement je me suis régalé, et pourtant il est vraiment mal noté, comme film. Ensuite on a Godzilla 2, le roi des monstres, réalisé par Michael Dougherty. Qui n'en est pas à son premier coup d'essai. Il a fait Krampus, qui est un film de créatures excellent, Trick or Treat, un très bon film à sketch sur Halloween, et X-Men Apocalypse, que je n'ai pas vu mais que je sais que pas mal de personnes aiment beaucoup. Donc concrètement le scénario, on s'en cogne, on s'en tape le coquillard. En gros il y a un dragon à 3 têtes, je crois que c'est King Ghidorah, qui est réveillé en fait et qui va débarquer et qui est prêt à faire régner l'apocalypse et à créer la fin du monde. Il va être épaulé, je crois, par un espèce d'oiseau de feu qui s'appelle Rodan. Et donc ça sent pas bon, ça sent pas bon pour l'humanité.
Et donc ils vont faire appel à leur plus grand sauveur, le roi des titans, le roi des monstres, Godzilla, qui sera accompagné de son ami Mothra, une espèce de papillon de lumière. Voilà, c'est pas Cindy Sander, mais voilà. Franchement, je comprends pas pourquoi la plupart des critiques ciné ont démoli le film. Il y a tout ce que je veux voir dans un film de monstres. Ça s'arrête jamais. Je vous ai dit, le scénario, on s'en fiche, mais dans le genre de film, peu importe à la limite. Les monstres sont excellents, il y a des visuels démentiels. Il y a une scène où King Ghidorah est en haut de la montagne de feu, là. Fait comme ça avec ses bras, genre en mode en signe de croix, mais ça fait vraiment ciel apocalyptique et tout. Et en face, en opposition, on a une autre montagne avec une croix au sommet. Et en gros, on a voilà le paradis et l'enfer. Enfin, il y a énormément de visuels comme ça. Les scènes de destruction, quand notamment ils passent au-dessus de la ville, tout est ravagé. C'est démentiel, franchement, c'est hallucinant. J'aurais tellement pris mon pied à le voir au cinéma. On l'a regardé ces derniers jours là et franchement, on s'est régalé quoi. J'avais pas aimé Kong Skull Island. J'avais beaucoup aimé le premier Godzilla. J'ai adoré celui-ci. Donc concrètement, le Kong versus Godzilla, bah je l'attends. Je l'attends grandement, donc on verra ce que ça vaut. Ensuite, alors, rien à voir du tout. L'heure de la sortie. Alors, l'heure de la sortie, c'est un film français de Sébastien Marnier. Son premier film, c'était Irréprochable. Apparemment, c'est une espèce de thriller un peu psychotique avec Marina Foïs, qui est une psychopathe. Et donc, ça m'intrigue beaucoup et je pense que je le regarderai. Donc on a Laurent Lafitte, donc dans le film s'appelle Pierre, qui est un prof suppléant qui va devoir remplacer au pied levé un prof d'une école un peu stricte, catholique, religieuse, tout ça quoi. Parce que clairement il s'est défenestré devant ses élèves. Voilà, c'est la scène d'intro du film. Le film commence comme ça, sauf eux. Et donc il va remplacer ce prof. Et petit à petit il va commencer à croire que le comportement et l'attitude des élèves, leurs agissements, leur regard, leur manière d'être, quoi, serait bien à l'origine du fait que le prof s'est suicidé. Donc il va avoir des doutes tout le long du film, il va être persuadé qu'ils sont en train de préparer quelque chose de grave, quelque chose d'important. À un moment, on a dans le film la fusillade de Columbine qui est mentionnée, enfin on pourrait presque y croire que ça pourrait venir à ça. Et au final, plus le film il avance, plus on va découvrir les raisons des agissements des enfants, alors sans forcément les cautionner, hein. Mais quand on arrive jusqu'à la fin du film, clairement, on comprend en gros pourquoi ils ont agi comme ça. Alors c'est un peu gros, hein, c'est vraiment pousser le côté extra lucide au-delà de son paroxysme, c'est vraiment impressionnant. Et franchement, j'ai adoré le film. Encore une fois, c'est un excellent film français ces dernières années, on en a beaucoup dans le genre. Au casting, on a Laurent Lafitte. Et on a notamment Gringe, voilà, les autres c'est des bobines un peu connues mais sans plus quoi. Mais Gringe, on en reparlera dans cette vidéo. Et franchement, Laurent Lafitte est excellentissime. Laurent Lafitte de la Comédie Française, je vous précise. Il est excellentissime, j'adore. Et la fin est trop bien. Enfin, le film il est vraiment excellent, je vous le conseille fortement. C'est vraiment barré, c'est vraiment glauque comme atmosphère, comme ambiance. Il y a tout un passage où il découvre des DVD des enfants, il regarde la vidéo et ça fait un peu de Sinister parce que les vidéos elles sont glauques. Alors, c'est pas des snuff movies comme on voit dans Sinister, mais il y a un côté malaisant un petit peu comme dans ces vidéos. Donc voilà, enfin, l'heure de la sortie, j'ai adoré ce film. C'est vraiment un de mes coups de cœur de ces derniers mois, de ces dernières années, franchement. Donc voilà. Ensuite, le dernier Lars von Trier, The House That Jack Built, avec au casting, on a Matt Dillon, on a Uma Thurman qui est pas très présente dans le film notamment, et je sais plus, je sais qu'il y a encore 2-3 bobines connues, donc voilà. Donc on a le personnage de Matt Dillon qui s'appelle Jack, qui est un serial killer complètement maniaque, obsessif, qui cherche à chaque fois à réaliser le meurtre parfait. Faut qu'il y ait rien qui cloche et faut que ce soit fait dans le moindre détail. Il va, dès le début du film, on va s'apercevoir qu'il est dans une espèce de confessionnal qui se confesse. En fait, on va s'apercevoir en arrivant à la fin du film que c'est le passeur pour l'amener aux enfers. Et il va confesser en gros et développer 5 de ses tableaux de chasse. Alors quand je parle de tableaux de chasse, c'est pas anodin parce que Lars von Trier dans le film fait référence à tous ces méfaits comme justement des tableaux de chasse. À la manière d'un infomaniac qui fait ses métaphores au niveau de la pêche quand Charlotte Gainsbourg développe son histoire. Là c'est pareil, on a à chaque fois des métaphores filées à rapport à la chasse. C'est vachement intéressant. Alors, le cinéma de Lars von Trier, c'est vraiment pas un cinéma à mettre à la portée de tout le monde.
Même si Dancer in the Dark et Dogville sont peut-être ses plus accessibles, si je puis dire. Voilà, c'est déjà bien barré et bien cinglé. Mélancolia, c'est peut-être celui qui est le plus accessible. Et après, un film comme Nymphomaniac, Antichrist ou alors justement celui-ci, c'est pas à la portée de tout le monde. Moi, j'aime beaucoup depuis très longtemps le cinéma de Lars von Trier. Je le trouve excellent. Je vais pas dire que c'est un génie incompris, hein, parce que ce serait carrément abusé de dire ça, même si je suis pas là de le penser tout de même. Voilà le genre de cinéaste à la manière de Gaspard Noé, par exemple, pour les Français, j'aime vraiment beaucoup. Qui cherche à nous pousser dans le malsain, parce qu'il y a certaines scènes qu'on regarde et il y a un côté voyeur. On est mal à l'aise, mais on peut pas s'empêcher de pas regarder pour avancer dans le film. Enfin, il y a pas mal de films dont il y a ce rapport-là, justement, je vais vous parler. Et franchement, j'ai vraiment aussi beaucoup aimé. Je me le suis procuré en DVD, je vous le présenterai très prochainement. Et voilà, donc pour les aficionados de Lars von Trier, si vous l'avez pas vu, je ne peux que vous conseiller de le regarder. Pour les fans de Matt Dillon également, parce qu'il est magistral dans le film. Pour moi, c'est un de ses meilleurs rôles depuis très longtemps, peut-être un de ses meilleurs rôles tout court. Et je vous encourage fortement à le voir, hein, franchement. Je me suis régalé. Donc, le rythme est lent, hein, le film dure 2h30, je crois. Il est lent, mais franchement, c'est vraiment top. Alors voilà un autre film qui est lent et qui est long, mais dont je ne me lasse pas. Je l'ai regardé 2 fois en très peu de temps et j'ai pris un pied monumental devant ce film. Midsommar de Ari Aster. Ari Aster qui a fait comme premier film Hérédité, que je n'ai toujours pas vu, dont je reçois le Blu-ray très prochainement, qui me tarde de découvrir. Alors, le pitch est simple. Donc on a Danny qui vient d'apprendre un événement tragique au sein de sa famille, qui va décider d'accompagner son petit copain en Suède et quelques amis qui sont en train de tourner un reportage, un truc pour la fac, je sais plus trop quoi, sur le festival Midsommar, donc qui est une espèce de fête des moissons, fête païenne, un petit peu bizarre, donc en Suède. Et on va suivre leurs errands jusque ce fameux festival. Et dès le début, la scène d'intro, alors qui est pas en lien avec la suite du film totalement, mais avec les bruits stridents et le fait de la caméra qui se retourne, tout ça, on a encore une fois le côté Gaspard Noé. Et d'entrée, on est mal à l'aise. Et pour autant, ça va pas avoir de répercussions vraiment sur la suite du film. Donc on suit l'évolution du festival jusqu'à un premier choc où un couple de personnes âgées, barbus, vont réaliser un acte qui fait partie donc de leur tradition païenne. On va en avoir plein la tête et on va être époustouflés. La fin est super prenante, c'est angoissant, la musique est géniale, les acteurs ont un jeu très juste. Voilà, c'est vraiment encore une fois pas un film à mettre à la portée de tout le monde. J'aurais adoré le voir au cinéma. Alors Elisa, ma chérie, l'a détesté. Elle n'a pas regardé jusqu'au bout, elle va vraiment détester. Moi clairement pareil, je vais très rapidement me le procurer en DVD, puisque l'édition Blu-ray Collector n'est plus disponible. Je me le procurerai rapidement en DVD. Donc c'est tout pour Midsommar. Ensuite, film français de Coralie Farjot, qui est son premier film, Revenge. Alors comme son nom l'indique, ça va parler de revenge. En gros, on a un homme et sa maîtresse qui passent du bon temps. Alors je sais plus trop c'est dans quel pays, je sais pas si c'est mentionné d'ailleurs, et qui passent du bon temps ensemble. Et le lendemain, 2 amis à ce fameux mec débarquent et on s'aperçoit qu'en fait c'est des chasseurs et qui vont aller à la chasse, quoi. Et concrètement, lors d'une soirée arrosée, voilà, la nana aguiche un petit peu l'un d'eux, tout ça, donc il se met des idées en tête. Le lendemain, il se trouve qu'elle est seule avec les 2 mecs et que ce fameux dernier la viole. Et donc concrètement, ça va me poser des problèmes entre les 3 hommes et elle. Et ils vont décider de la tuer clairement pour qu'il y ait le moins de problèmes possible. Sauf qu'elle va survivre et donc rape and revenge, elle s'est fait violer, elle va se venger. Hormis justement cette scène où quand elle est laissée pour morte, c'est un petit peu gros, je trouve. Je vais pas vous détailler comment ça se passe, mais je trouve que c'est un peu gros. Les mises à mort sont vraiment cool, le rythme est très sympa, c'est un très très bon film français. Alors même si c'est pas comparable, j'ai préféré l'année d'avant, Grave, comment elle s'appelle déjà, c'est pas Julia Ducournau, je crois, Julia Ducournau il me semble. J'ai préféré Grave, même si voilà, le pitch n'est pas pareil, mais c'est un gros film de genre français. Mais j'ai passé un très bon moment, franchement c'est un vraiment très bon Rape and Revenge. Je vous le conseille, c'est vraiment un bon film. Donc ça c'est tout pour Revenge.
Ensuite, on reste dans le bizarre et dans le pas bien. On va parler de Human Centipede 2, un film de 2011 réalisé donc par Tom Six, qui a fait le premier et le troisième Human Centipede, et qui nous prépare et qui devrait sortir en ne sait quand, The Onania Club, qui a l'air d'être un film complètement barré, mêlant plein de dérives sexuelles, enfin, Tom Six. Donc pour faire simple, le pitch, on a un gardien de parking qui est joué par Laurence Harvey, qui est magistral dans le film, qui est obsédé par Tom Six et donc par son premier film Human Centipede. Il a un retard mental, enfin on voit qu'il est dérangé psychologiquement, il a 40-50 ans, il est pas bien dans sa tête, enfin vraiment glauque. Et il nourrit l'ambition intime de réaliser lui-même son propre mille pattes humain, et donc il va tout faire pour s'en donner les moyens. Clairement, c'est franchement sûrement le film qui m'a mis le plus mal à l'aise pour l'instant de tout ce que j'ai vu dans le cinéma. La scène avec le papier de verre, pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous voyez de quoi je parle, elle m'a retourné le bide. Oh, j'en ai encore des frissons. La scène de fin où on aperçoit le mille pattes qui se glisse dans un certain orifice, c'est pas bien non plus. Il y a une scène de bébé, rapport à une pédale d'accélérateur, une voiture, enfin pas bien non plus. Enfin voilà, le film en plus c'est en noir et blanc, donc ça rajoute vraiment au côté glauque et au côté malsain. Et pareil, c'est vraiment pas un film à mettre à la portée de tout le monde. Voilà, c'est le meilleur pour moi de la trilogie. Le premier est sympa, mais voilà, c'est pas ouf. Le 3 est complètement débile, c'est un bon délire à matin entre potes, mais voilà, c'est avoir une fois et c'est osef quoi. Par contre, le 2 franchement est vraiment excellent. Et matez-le en noir et blanc, parce que je crois qu'il y a les deux versions en noir et blanc et couleur, il me semble. Mais il faut le voir en noir et blanc, et voilà, enfin c'est dingue, c'est dément. Et Laurence Harvey, le Laurence J. Harvey, je crois, incroyable dans le film, incroyable. Donc voilà. Ensuite, on revient une année plus tôt avec Serbian Film de Serdan Spasojevic, qui a notamment fait principalement un segment pour Abyss of Death, qui est une anthologie de films à sketch, où chaque lettre de l'alphabet, il y a un meurtre. Alors, le pitch, Miloš, qui est un ancien acteur porno, donc un acteur porno à la retraite, s'ennuie clairement de sa nouvelle vie avec sa femme et son fils, voilà, un côté un peu plan-plan du quotidien, parce qu'on voit qu'il regarde souvent ses anciens films, tout ça. Et il va se voir offrir une offre qu'il ne pourra pas refuser, pour faire référence à un célèbre film de mafia, jouer en tant qu'acteur dans le film d'un certain Vukmir Vukmir. Contrat à la clé, une offre avec plusieurs zéros derrière le 1. Et en gros, il faut juste qu'il signe, il va pas savoir dans quoi il joue et ce que va contenir dans le film. Alors, clairement, c'est pas con lorsqu'il dit c'est quoi le scénario, et l'autre va lui dire clairement, tu crois qu'il y a besoin d'un scénario pour un film de boule. C'est hyper bien retourné et clairement, oui. Sauf que non. Alors, pour faire clair, simple et net, je trouve ce film sublime. Esthétiquement, il est vraiment très très beau. Les musiques sont top. Les acteurs, notamment Vukmir Vukmir, putain, j'aimerais le voir dans d'autres films parce que il est démentiel dedans. Franchement, il est incroyable. Côté réalisateur, vraiment, mais hyper mégalomane et complètement taré dans sa tête, qui veut vraiment coucher sur papier et devant l'écran toutes ses pires pulsions, son esprit créatif, mais au-delà de la créativité. Et je trouve le film vraiment génialissime. Je comprends qu'on est très mal à l'aise devant. La fin est presque irregardable, mais elle est belle d'atrocité. Enfin, je ne sais pas comment dire. La fameuse scène avec le bébé, voilà, pareil. Enfin, c'est le genre de truc qu'il faut oser. Et ça sort de l'esprit tordu de Vukmir. Et on voit clairement que le personnage de Miloš n'est pas du tout en accord avec ça. Mais vraiment, je trouve ce film génial. C'est le film sûrement qui m'a mis le plus mal à l'aise après Human Centipede 2. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est une vraie belle œuvre cinématographique. Malsaine, tordu, tout ce que vous voulez, mais c'est un très très bon film. Franchement, très bon film. Donc, Serbian Film, si vous ne l'avez pas déjà vu, si vous aimez bien un petit peu ce qui est tordu, malsain et compagnie, matez-le, vous ferez votre propre avis. Sans transition aucune, on part en 2014 avec John Wick. John Wick que j'ai découvert il y a 2 jours. Donc réalisé par Chad Stahelski, voilà, qui a fait la trilogie John Wick en tant que réalisateur et qui a été acteur dans des petits rôles, notamment pour V pour Vendetta, Constantine avec une Reeves, et qui a été coordinateur des cascades
pour la trilogie Matrix et Man of Tai Chi entre autres, avec tiens Keanu Reeves. Forcément, Keanu Reeves, acteur principal de la saga John Wick, il est Jonathan Wick. Donc Jonathan Wick, ancien tueur à gages de mémoire, va être amené à reprendre du service pour venger la mort de son chien. Clairement, c'est le pitch de base. En gros, 3 mecs qui vont l'importuner à une station essence, qui vont débarquer chez lui et tuer son chien. Et donc, à partir de là, il va décider de se venger et tuer tous ceux qui s'abattent sur son passage. Et c'est excellent parce que John Wick, son surnom dans le film, c'est le croque-mitaine. Donc, il y a un côté fort en mythologie, côté de la Russie, tout ça. Donc, le Baba Yaga, c'est le croque-mitaine en russe, en gros. Et c'est comme ça qu'il est surnommé parce qu'en gros, voilà, dès que tu lui fais quelque chose, il va se venger et tu pourras rien y faire et tu finiras forcément sur sa liste. Et tu vas forcément mourir. Le film est démentiel. Une fois que ça part, ça ne s'arrête plus. L'action est monstrueuse. Les scènes de combat, c'est des chorégraphies, je vous jure. Par moments, on a littéralement l'impression que Keanu Reeves, il danse avec son flingue et avec ses mouvements de corps. Enfin, c'est incroyable. Le film est démentiel. Il y a des dingueries d'idées au niveau des mises à mort, tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que clairement, moi, ça m'a fait penser à un mélange entre à l'époque la trilogie Transporteur, donc le côté Jason Statham, un peu arts martiaux, tout ça, mélangé avec Taken, parce que il me fait un peu penser à son personnage de Brian Mills dans la saga Taken, donc Liam Neeson. Et voilà, mais Keanu Reeves, il pète tellement la classe, putain. Et on a maté le 2. Pour en parler rapidement, le 2 est très cool. La scène d'intro est hallucinante. Il y a un gros moment, il se passe rien. Et après, ça repart jusqu'à la fin. Donc, notamment la scène avec les miroirs qui est vraiment superbe. Il est très cool, mais il est bien moins bon pour moi que le premier. On doit mater le 3 sûrement demain. Donc voilà, John Wick, démentiel, franchement, je vous le conseille. Ensuite, on repart en année après, 2015, donc avec Comment c'est loin. Alors, Comment c'est loin, réalisé par Orelsan, donc Aurélien Contentin, je crois c'est son nom. Et Gringe, donc c'est Guillaume Tranchant. Et Christopher Offenstein. Donc, les Gringe donc, jouent leur personnage dans le film. Ils sont attendus au tournant par Scred et Abla, ils sont leurs producteurs qui leur imposent de sortir un morceau parce que ça fait longtemps qu'ils sont sans rien créer. Et en gros, que s'ils lâchent pas un scud, ils vont les lâcher, quoi. Et donc, on va suivre leurs errances et leurs ébauches de créativité au détour d'une journée qui semble banale pour eux, quoi. Et on va terminer la journée avec eux jusqu'au crépuscule. Et justement, ça va se terminer par le morceau qu'ils vont mettre en place, qui est Inachevé, qui est un morceau excellent des Casseurs Flotteurs, donc de leur duo. Et alors, c'est un film qui paye vraiment pas de mine, il n'y a pas énormément de trucs dedans. Mais pourtant, je l'ai déjà vu presque une dizaine de fois. Enfin, j'adore ce film. C'est l'art de la procrastination. Donc, en gros, procrastination, c'est l'art de ne rien faire tout en montrant le contraire, clairement. C'est ce qu'ils font. C'est des branleurs magnifiques. C'est à la manière de leur vie de tous les jours. Où, quand on regarde la série Bloquée et quand on les voit, on a clairement l'impression que, voilà, enfin, pour beaucoup de personnes, que ce sont deux fainéants, deux mollassons, alors que Orelsan a sorti album sur album, tourné à chaque fois, joué dans pas mal de films, il a un petit rôle dans Girls with Ball, il a un petit rôle dans Au poste de Quentin Dupieux dont on va parler bientôt, et Gringe pareil, a sorti son premier album, tourné derrière, il a déjà fait pas mal de films, Damien veut changer le monde avec Franck Gastambide, Carbone d'Olivier Marchal avec Benoît Magimel notamment, et je vous ai dit un petit rôle également en tant que prof de sport dans l'heure de la sortie. Voilà, c'est des bourreaux de travail, c'est ça. Et le film est vraiment très cool, c'est sublimé par la BO, donc l'album des Casseurs, des productions donc de Scred, qui est leur beatmaker également. Et même l'intro du film, le morceau, je crois c'est Akhenaton de IAM, et c'est vraiment bien, franchement. Je trouve le film excellent. Je pense qu'il y a pas mal de vous qui l'ont vu, et si c'est pas le cas, si vous voulez un petit film français sans prise de tête, un bon film de potes, regardez Comment c'est loin. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire ? On reste en 2015 avec Invincible. Alors Invincible, film d'Angelina Jolie, qui n'en est pas à sa première réalisation. Elle a fait, je crois, en 2007 Au pays du sang et du miel, qui est un film de guerre sur le conflit en Bosnie, je crois, ou en Serbie. Elle a fait d'abord Ils ont tué mon père, que j'ai pas encore regardé, qui est sur Netflix, qui est un peu dans la veine d'Invincible, enfin, côté Corée ou Thaïlande, je crois. Et il me semble qu'elle en a fait un autre, mais je sais plus c'est quoi. Vue sur mer, avec, je crois, Marion Cotillard et Brad Pitt, il me semble. Donc clairement, le résumé d'Invincible, pendant la Seconde Guerre mondiale,
Je vais passer la première partie, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un avion de l'American Air Force qui va se faire abattre par un avion coréen, je crois, japonais. Donc il va tomber à la flotte. Il va rester 3 survivants, notamment Louis Zamperini, qui est joué par un Jack O'Connell. Je t'aime, j'adore cet acteur. Il faudra le suivre dans les années à venir. Notamment dans Mon et mon sœur, il est excellent. Moi, je l'ai découvert avec Eden Lake, où c'est le principal, le chef de la bande là. Je l'avais vu au cinéma et j'ai pris une clacasse, mais hallucinante à l'époque. Et aussi dans la série Skins, c'est lui qui joue Cook à partir de la saison 3, je crois. Donc voilà, bref, je m'égare un peu. Donc en gros, les 3 survivants vont rester une certaine durée sur mer, je crois que c'est une 50aine de jours. Et il y en a un d'eux d'ailleurs qui va mourir parce qu'il va pas supporter les 50 jours en mer à tenter de survivre. Et ils vont se faire récupérer par des Japonais et donc forcément envoyés dans un camp de travail, torturés et compagnie. Le film est vraiment très très bon, notamment par la performance de Jack O'Connell, justement, Louis Zamperini, et la mise en scène de Angelina Jolie. Esthétiquement, il est vraiment superbe. Les retours en arrière sont vraiment bien mis en place pour évoquer son passé justement au héros. Et le personnage du japonais, alors je sais plus comment il s'appelle, mais topissime. Et la fin est vraiment glorieuse. Enfin, le film est vraiment vraiment bon. Pareil, je l'avais vu au cinéma, c'est un des premiers films que j'ai vu avec ma chérie, donc je vous le conseille fortement également. Je peux pas encore parler d'un mauvais film, je crois, pour l'instant. Ça tardera pas. Complètement en changement de sujet. 2004, Podium de Yann Moix. Yann Moix qui a notamment fait Cinéman, que j'aime pas du tout, avec Franck Dubosc. Le concept était sympa, mais j'ai pas aimé le film. Concrètement, Bernard Frédéric, donc Benoît Poulvord, fan ultime de Claude François, qui a abandonné un petit peu, qui a mis de côté sa passion pour s'occuper de ses enfants et de sa femme, qui au passage elle est fan de Julien Clerc. Mais il va être appelé sur le devant de la scène à nouveau par son ami donc Couscous, qui est joué par Jean-Paul Rouve, qui lui est fan ultime de Michel Polnareff, parce que va se dérouler un concours des sosies avec un gros chèque à la clé, je crois 100 000 €, si je dis pas de bêtises, animé par Alvin Thomas, donc c'est vraiment assez drôle à l'époque de C'est mon choix, tout ça. Et concrètement, il va revenir comme ça, donc il va recruter son équipe de Claudette et on va le suivre à travers les répétitions, la France, tout ça, faire son parcours. Le film est très très cool. Je trouve que c'est une comédie française qui n'est pas assez mentionnée, des bonnes comédies françaises des 15-20 dernières années. Il y a tellement de gags cultes, il y a des scènes, mais vraiment qui sont souvent utilisées dans l'usage du quotidien ou alors entre potes ou quoi, mais sans savoir forcément que ça vient de ce film. Mais reviens, c'était juste un petit coup de bip, c'est dans ce film. Là, c'est la scène justement où il est en train de faire l'amour avec de ses Claudettes et il va au rythme, en crescendo, des chansons. Donc ça commence par Magnolia, Le lac du soleil, et ça finit par Si j'avais un marteau. Enfin, c'est trop bien trouvé, je trouve. L'alchimie entre Benoît Poulvord et Jean-Paul Rouve est excellent. Pour moi, c'est 2 des meilleurs acteurs. Le meilleur acteur belge avec un des meilleurs acteurs français, ça donne ce film. Et je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu, mais ça m'étonnerait que vous ne l'ayez pas vu. Donc on va passer sans transition, après Podium, on arrive sur une autre comédie française de 2010 cette fois-ci, de Dominique Farrugia, et qui a notamment réalisé Trafic d'influence, qui est une autre comédie que j'aime beaucoup, avec Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot, qui sont 2 pourris de la politique, je crois, qui sont arrêtés justement pour trafic d'influence, trafic voilà, une affaire politique, et ils vont être amenés jusqu'en prison, au tribunal, je sais plus, par Horatica qui est la flic dedans. Et pareil, c'est une comédie fort sympathique de fin 90, je crois peut-être 99, et pas souvent mentionnée, et très très cool, sans prétention, et on passe un vrai bon moment. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille. Et qui a aussi fait notamment Le Marquis, que j'ai détesté, avec Richard Berry et Franck Dubosc. J'ai vraiment pas aimé ce film. Bref, donc on a Michel et Vincent, qui sont 2 amis d'enfance. Donc Michel et Vincent, interprétés par Clovis Cornillac et Manu Payette, topissime. Donc qui ont une vision tous les 2 des femmes différentes. Donc il y en a un qui est persuadé que le véritable amour est dû au fruit du hasard, purement, et on a l'autre qui est un putain de queutard, qui va niquer tout ce qui bouge et qui a une bite à la place du cerveau. De toute façon, c'est mentionné dans le film. Et voilà, encore une fois, l'alchimie entre entre Cornillac et Payette est vraiment excellente. On a au milieu de ces 2 Clovis Cornillac qui va faire la rencontre, selon lui, complètement inattendue et du hasard de Virginie Fira. Il va être persuadé que c'est la femme de sa vie, et au final, c'est pas dû au fruit du hasard et ça va lui poser problème. Donc pareil, c'est une comédie qui est pas prétentieuse, qui a pas de prétention, qui met en scène un Clovis Cornillac, voilà, qui n'en est pas à son premier coup de maître. J'adore cet acteur. Je vous invite à voir Dans la tourmente, Le serpent, Scorpion, comme ça à la volée, c'est des films géniaux.
Et Virginie Fira, pareil, qu'est-ce qu'on la voit de plus en plus. Moi, je l'ai découvert personnellement, c'était avec La chance de ma vie, je crois, avec François-Xavier de Maison. Elle joue dans 20 ans d'écart et elle a un rôle important. C'est la coach dans le Grand Bain, dont on parlera bientôt aussi. Voilà, elle est passée d'animatrice pour M6 à très bonne actrice, je trouve. Franchement, elle a un super talent. Et j'aime beaucoup cette femme. Donc voilà. L'amour c'est mieux à deux, c'est une comédie très belle. Voilà, très belle, sans prétention. Avec des bonnes scènes. La scène où Cornillac est bourré et qu'il essaie de se faire sa secrétaire est à mourir de rire. Enfin, c'est gag sur gag et vraiment c'est hilarant. Et en petit, pas forcément caméo, mais second rôle, on a Jonathan Cohen et Jonathan Lambert en organisateur de mariage, de cérémonie, tout ça. Enfin, c'est trop bien. Je vous parle d'un truc, Le Sombrero, si vous n'avez pas vu le film, vous comprendrez. Donc je vous invite également à voir ce film. Donc ce serait peut-être temps que je trouve un petit film où je vais vous parler. Hein. Je crois qu'il y en a qu'un, malheureusement. J'ai vu des bons films ces derniers temps, je peux rien. Ensuite, complètement rien à voir, on va partir sur un film de 2016. Qui est un film des frères Boukerma, accompagné de 2 scénaristes, un homme et une femme. Et à E4, petite information comme ça, il n'y en a pas un qui a plus de 33 ans, donc c'est vraiment tout jeune. Le film s'appelle Willy Ier. Alors c'est un film qui a fait écho dans pas mal de festivals, je crois notamment il y a eu une récompense à Cannes ou des nominations. Et il est sur Netflix si jamais ça vous dit. Alors, le scénario, on a Willy qui vient juste de perdre son frère jumeau et donc il était très fusionnel avec lui, hein, comme des vrais jumeaux quoi. Et donc il est entre la quarantaine et la cinquantaine, on sait pas trop, qui vit encore chez ses parents. Et en gros ses parents un jour lui disent si on part demain, qu'est-ce que tu vas faire? Et il leur claque un appartement, j'en aurai un, des copains, j'en aurai un, scooter, j'en aurai un, et je vous emmerde. Et le film il commence comme ça. Et donc on va suivre le déroulement de la vie donc, de ce fameux Willy. Notamment dans son premier emploi, il va travailler en magasin et il va être en équipe avec un jeune homme dont on s'apercevra rapidement qu'il est mal dans sa peau, qui est gay, donc ça va aussi avoir l'importance dans le film. Et voilà, en fait, c'est un croisement entre un... Non, c'est pas un croisement, c'est comme un bon documentaire de striptease à l'époque, qui était une émission vraiment cool, précurseur et ancêtre, on va dire, de ce qui était Confession intime. Striptease c'était beaucoup mieux, il n'y a pas le côté voyeur malveillant on va dire. Et le film est vraiment étonnamment fort sympathique, enfin, j'ai vraiment passé un bon moment devant. La fin est triste, hein. La fin est vraiment triste, pas tragique pour autant, triste. Donc c'est un film qui s'inspire d'une histoire vraie, d'un vrai personnage, donc Willy Ier c'est une vraie personne. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Voilà, c'est un film vraiment qui sort du lot, plein de bons sentiments, et la relation entre justement lui et son collègue est vraiment touchante et vraiment impactante. Et si vous ne savez pas quoi mater, vous avez envie de vous regarder un film pas très long, où il ne faut pas tellement réfléchir, regardez Willy Ier, je pense que ça peut peut-être vous toucher. Voilà. Ah, voilà le mauvais film, et j'ai pas aimé du tout. Donc voilà, 2017, également disponible sur Netflix, donc je vous invite à pas le voir. Donc, The Bad Batch, c'est un film qui me faisait envie depuis son arrivée sur Netflix. Pour faire simple, on a au casting Jason Momoa, qui est un géant, caïd, cannibale. On a Keanu Reeves, qui est un gourou moustachu. On a Jim Carrey, complètement méconnaissable, en ermite, qu'on croise à plusieurs moments dans le film, qui fait des va-et-vient. Et la nana, je sais plus son nom d'actrice, je crois qu'elle n'est pas connue. Qui est perdue en plein milieu du désert, donc le film commence comme ça au milieu d'une tribu de cannibales et elle va tout faire pour survivre à cette nature et à ce monde dans lequel elle vit quoi. Donc esthétique très crasse-spec, un côté Mad Max Fury Road parce que là on est dans un désert avec plein de sable et forcément quand on a vu Mad Max Fury Road on y pense quoi, bien que ça ne ressemble pas du tout. Le film avait tout pour me plaire. Des cannibales, Jim Carrey, Keanu Reeves, Jason Momoa, côté psychédélique, psychopathe. J'ai détesté ce film. J'ai pas tout compris, je suis pas rentré dans le délire. Il y a une scène clairement que j'ai beaucoup aimée, c'est la scène où elle est sous LSD ou je sais plus, elle a une substance. Et elle voit un petit peu en mode psyché, un petit peu en mode Las Vegas Parano. Je trouvais très cool, elle est courte cette scène, c'est dommage. Et donc voilà, c'est le seul moment que je retiens du film. J'ai vraiment passé un mauvais moment. Je laisse tout le temps une seconde chance au film que j'aime pas, donc je le regarderai peut-être un de ces quatre, mais c'est pas certain.
regardez-le par curiosité si ça vous tente, mais si vous me demandez si je vous le conseille, je vous dis non. Je vous dis non, j'ai vraiment passé un mauvais moment pour le coup, et voilà, donc The Bad Batch, c'est pas The Good Batch, quoi, c'est... Non, bad. Donc voilà. Ensuite, 2018, on est sur un autre film qui a fait beaucoup parler de lui, c'est un film français qui s'appelle Le Grand Bain. Film de Gilles Lelouch, qui a notamment réalisé Les Infidèles, donc avec lui-même et Jean Dujardin, qui a également fait Narco, qui est génialissime, avec Guillaume Canet en narcoleptique, et on a aussi Benoît Poelvoorde, entre autres. Un très bon casting aussi, ce film. 2004, je crois, enfin début des années 2000. Pareil, une comédie qui n'est pas assez mentionnée, je trouve, et qui est tellement sous-cotée et tellement cool, enfin bref. Donc clairement, on va suivre un groupe d'hommes, tous 40-50 à peu près, qui s'ennuient dans leur travail, s'ennuient dans leur vie, qu'ils ont le physique et l'aspect de loser parfait, et qui vont en fait nourrir l'ambition de monter la première équipe de natation synchronisée masculine, qui est une histoire vraie, hein. Et donc ils vont avoir pour projet même d'aller faire les championnats du monde et éventuellement de remporter ces championnats du monde. Donc ils vont passer de loser ultime à héros magnifique de la nation, enfin bref. Le casting est très très bon. Mathieu Amalric, qui pareil est un acteur français, je trouve tellement sous-coté, tellement peu mentionné quand on parle des acteurs français. Son rôle dans Mérine est génial. Il a quand même fait un méchant pour James Bond dans Quantum of Solace, je crois. Dans Tournée ou dans Burlesque, je sais plus, il est vraiment très bon. Enfin, Mathieu Amalric est vraiment peu mentionné comme acteur, j'aime beaucoup. Il y a une gueule de cinéma, clairement. On a Guillaume Canet, on a notamment Alban Ivanov, que j'aime aussi beaucoup, et on a Philippe Catherine, qui est très touchant dans le film, je trouve beaucoup. Et au milieu de tout ça, on a deux nanas, on a la prof alcoolique et dépressive sur les bords, qui est jouée par Virginie Fira, encore une fois, et celle qui va l'épauler et qui va vraiment coacher ces hommes, c'est Léla Becti, qui est en fauteuil roulant dans le film, et ça ajoute un aspect intéressant aussi. La première fois que je l'ai regardé, parce que je l'ai regardé 2 fois, la première fois que je l'ai regardé, j'ai bien aimé sans plus. Mais voilà, j'étais fatigué, je devais pas être en bonne condition. Je l'ai rematé là il y a quelques jours et franchement, j'ai passé un vrai bon moment. Pour moi, c'est pas le film de 2018 comme beaucoup de personnes l'ont mentionné. Mais ça se regarde vraiment, c'est vraiment beau, la BO est cool. La BO, j'ai appris ça et je suis super surpris, quoi. C'est le mec qui a fait la soundtrack pour Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, bref, un chef-d'œuvre ce film. Et voilà, donc je vous dis, l'issue est vraiment très glorieuse pour eux au final, et c'est juste pour leur propre bien-être à eux, parce qu'au final, il n'y a pas grand monde qui vont s'apercevoir de ce qu'ils ont fait, et ils s'en fichent dans leur être et dans leur intime conviction, enfin je sais pas comment dire, mais au plus profond d'eux-mêmes, ils vont être hyper heureux, et voilà, ils vont être heureux de vivre simplement. Donc voilà, un très bon film. Le Grand Bain. Ensuite, un autre film français que j'ai été agréablement surpris de découvrir et d'apprécier autant. Film de 2018, donc de Romain Gavras. Romain Gavras qui n'a pas fait énormément de choses. Il a fait notamment un film qui s'appelle Notre jour viendra, qui va déjà mettre en scène Vincent Cassel, je sais plus comment s'appelle le deuxième acteur, mais très bon. En gros, ce sont 2 roues qui vont suivre une quête initiatique vers leur pays, en gros. Et c'est un film très bizarre, très barré, très malsain par moments, très particulier. J'avais pas trop aimé lors de mon premier visionnage, mais il rentre vraiment, donc à l'occasion je le remettrai. Et donc celui-ci va mettre en scène, alors l'acteur principal, je sais plus comment il s'appelle, mais il est vraiment excellent, Karim Leclou, voilà, une très très belle découverte. On a au casting Vincent Cassel qui est en parano des Illuminati, vraiment top. On a Philippe Catherine en avocat. On a François Damien en un peu pas tueur à gage, mais voilà, il y a un côté. Et on a Isabelle Adjani en mère cinglée, donc Karim Leclou, je vous l'ai dit. Et on a également Oulaya Amamra, qui est une vraie découverte pour moi, que je trouve sublime. Elle est très 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 jolie et joue très bien. Le pitch, en gros, donc on a Karim Leclou, donc François il s'appelle dedans, voilà, qui va lâcher le trafic de drogue et qui veut en gros faire développer la firme Mr Freeze au Maghreb. Donc le pitch de base est cinglé. Et il va tout faire pour y arriver. Donc il va devoir faire notamment un dernier deal rapport à Baron de drogue, tout ça. Et bref, le film est très sympa. Il y a des scènes vraiment excellentes. Tout le passage avec les hooligans, tellement bien. Très caricatural, mais vraiment très très bien. Et au niveau de la BO, on passe de Sardou à Balavoine à PNL. Enfin, c'est complètement improbable.
Et j'ai vraiment aussi adoré ce film. Je l'ai aussi déjà en DVD. Je trouve Isabella Gianni très juste. Le casting est vraiment top. Il y a vraiment pareil, certains plans, certaines séquences très très belles. Et la fin est vraiment vraiment bonne. Donc encore un très bon film français. Encore un vraiment bon film français selon moi. Donc Le Monde est à toi. On arrive tout doucement au bout. Il en reste pas beaucoup. Steak 2007, film de Quentin Dupieux, alias Mr. Ozio, donc dans la musique électro, qui a fait notamment Rubber, Réalité, One Cops, bref, je vais pas parler des autres parce qu'on en parle après. Donc en gros, on est en 2016 et la mode est différente, les critères de beauté sont particuliers, le truc à la mode vraiment c'est le lifting, le rajeunissement de la peau, tout ça. Et donc on a Georges, tout juste diplômé, je crois qu'il est joué par Eric Judah. Par Ramsey, pardon, qui est tout récemment lifté et qui va vouloir intégrer la bande des Shivers. Bande assez charismatique, menée par un Kavinsky. J'ai découvert que c'était Kavinsky et je suis tombé sur le cul. Il y a un côté très. Alors je sais plus comment il s'appelle dans Orange Mécanique, mais la bande qu'ils ont dans Orange Mécanique, il y a un côté très Orange Mécanique dedans, je trouve très Kubrick. Ils boivent leur lait, ils ont un langage à eux, ils ont un jeu un petit peu particulier. Enfin, il y a vraiment des côtés qui m'ont fait penser à Orange Mécanique, j'ai trouvé. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé également ce film. Pareil, c'est le Dupieux, je crois, un des Dupieux le moins bien noté, genre 1,7 sur 5 en moyenne. Je comprends pas. Alors certes, encore une fois, c'est un réalisateur qui plaît pas à tout le monde et les films vont ou pas être appréciés ou pas être compris par tout le monde parce que c'est assez particulier, il faut s'y plonger dedans. Si t'accroches dès le début, ça va, sinon t'es perdu. Et clairement, c'est ça avec tous ces films, pour ainsi dire. Enfin, le premier film qu'il a mis en scène, c'est un pneu tueur. Voilà, clairement. Je vous invite à le voir. Moi, Steak, c'est un de mes films français préférés. Et mon Dupieux préféré pour le moment, parce que je viens de découvrir ces deux derniers. Et on verra après plusieurs visionnages, mais je pense que ça pourra peut-être être différent. Donc, ça, c'était Steak. Et on va passer tout de suite à un film de 2019 que j'ai vu l'année dernière en salle et que j'ai revu il y a 2 jours en DVD, qui est Le Chant du Loup d'Antonin Baudry, qui a notamment fait Quai d'Orsay, qui a fait que ça, avec Thierry Lhermitte, donc un film sur la politique, je crois. Donc clairement, on va suivre un jeune homme qui a ce qu'on appelle le don rare d'avoir l'oreille d'or, donc qui est un atout particulier à bord des sous-marins, qui permet d'entendre et de détecter l'éventuelle trace de sous-marins ennemis derrière, ou ce genre de choses. Et il va être recruté pour clairement tenter de sauver le pays d'une troisième guerre mondiale. En gros, c'est ça le pitch. La scène d'intro nous met clairement directement dans le film. Le casting est très très bon. Mathieu Kassovitz, parfait. Omar Sy, on le voit peu, mais il tient bien son rôle. Reda Kateb et Françoise Civil, vraiment géniaux. Je me suis régalé. Un de mes films préférés français des 10-15 dernières années, clairement. Hyper ambitieux, les scènes d'action sont vraiment bien, la tension est vraiment excellente. Je peux que vous conseiller si vous ne l'avez pas vu, très franchement. Déjà de base, j'aime bien les films de sous-marins, mais là je me suis vraiment régalé. Donc je vous invite à découvrir Le Chant du Loup si ce n'est pas encore fait. Alors là, on va partir sur un gros morceau. On va partir sur Mother de Darren Aronofsky. Alors, Mother, film de 2017, donc réalisé par Darren Aronofsky, qui a notamment fait Requiem for a Dream, Black Swan ou encore The Wrestler, par exemple. Le pitch, lui et elle vivent dans une maison qui en gros appelle le paradis. Ils vont voir débarquer à un moment la femme et l'homme, suivis de leurs enfants, leurs fils, Abel et Cain. Et petit à petit, la maison va se faire remplir de plus en plus de personnes jusqu'à une fin complètement improbable. Au casting, on a notamment Michel Pfeiffer, Ed Harris, Javier Bardem, ou le rôle principal joué par Jennifer Lawrence. Que dire ? Une de mes plus intenses expériences de film ces derniers temps. Enfin, j'en ai pris plein les yeux. Je suis rentré dedans du début à la fin. Alors, clairement, de ce que j'ai trouvé du film, c'est qu'on a vraiment énormément d'allusions à la religion et à la Bible notamment. Lui et elle, en gros, c'est la mère nature qui est représentée, et on comprend à la fin pourquoi je dis ça. Lui, c'est Dieu, la création, parce qu'il est écrivain, parce que voilà. L'homme et la femme, joués par Ed Harris et Michel Pfeiffer, ce serait Adam et Ève. Et on voit clairement qu'il a une cicatrice à un moment au niveau des côtes, donc c'est fort plausible. Leur fils Abel et Cain dans la mythologie,
l'un des deux tue l'autre, comme dans le film. Donc voilà, clairement, à un moment dans le film, d'accord, on a un dégât des eaux qui représenterait le déluge. La fin est très christique, où on a la naissance du divin enfant, où il y a un truc, sans vous spoiler, qui est vraiment référencé à la Bible. Il y a une grenouille qui pourrait faire penser à une des plaies d'Égypte dans la Bible, quoi. En gros, la Terre, elle pète un câble à la fin, le film est incroyable. Le plan séquence de fin est démentiel. On sait plus regarder, franchement, il se passe tellement de trucs à l'écran. Le jeu de Javier Bardem et Jennifer Lawrence, je l'ai trouvé vraiment très bon. Je comprends pas pourquoi le film s'est fait aussi démolir. Il est vraiment détesté par énormément de gens qui trouvent que vraiment Aronofsky s'est complètement perdu et qui est parti d'un trip mégalomaniaque, ce que vous voulez. Je suis rentré totalement dedans. Je trouve le film très viscéral et très profond dans le visuel. Enfin, c'est vraiment marquant ce film. Et encore une fois, si vous rentrez pas dès le début du film dedans, vous vous accrocherez pas. Donc, clairement, je vous invite à le découvrir, mais particulier. Ensuite, film de 99 assez connu qui s'appelle Peur Bleue, donc film de requin de Ronnie Harlin, qui a fait L'île aux pirates notamment, derrière 2 et Cliffhanger, donc 3 très bons films. Clairement, on va suivre une équipe de scientifiques confrontés à des requins modifiés génétiquement par l'une d'elles, je crois, et dotés d'une force et d'une intelligence surhumaine, surnaturelle plutôt. Donc ils vont tenter de survivre à la tempête auquel ils sont confrontés, et aux requins eux-mêmes. C'est mon film de requin préféré, voilà, très bon casting. On a notamment, alors je sais plus comment il s'appelle l'acteur principal, mais il est connu. On a Michael Rapaport, on a Samuel Jackson derrière son discours devant le bassin, pour pas vous dire ce qui se passe si vous avez pas vu le film, est top, et ce qui s'ensuit est encore mieux, c'est jouissif. C'est que des animatroniques et je trouve qu'ils sont très très bien faits, on y croit totalement, et je trouve que le film n'a pas vieilli. Il a 20 ans le film, il a 20 ans, un petit peu plus maintenant, et voilà, je surkiffe ce film et je vous le conseille très fortement si vous l'avez pas vu. Donc Peur Bleue, Deep Blue Sea, titre original. Ensuite, film de 2018, Unfriended Dark Web, suite directe du premier Unfriended qui était de 2014 je crois. Donc celui-ci est réalisé par Stephen Susko, donc qui est notamment scénariste de Texas Chainsaw 3D et de The Grudge, et c'est sa première réalisation. Et donc on voit suivre, alors l'histoire, un jeune va voler un ordinateur. Cet ordinateur, il va s'en servir pour faire une séance Skype avec des amis. Ils sont en plein soirée jeu et clairement la personne à qui il a pris l'ordinateur va se manifester et lui faire comprendre qu'il aurait jamais dû faire ça. Et on va suivre toute la nuit leur soirée jeu jusqu'au terme. Si le sous-titre c'est Dark Web, c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment on plonge dans la peut-être mythologie, ou peut-être que ça existe, je sais pas, du Dark Web. Donc ça commence par Charon qui fait passer le fleuve ou la rivière pour nous amener au tréfonds du Dark Web, donc dans une espèce de chat très archaïque où voilà, tu as une espèce de truc à la matrice, quoi. Et la tension est très très bonne, les mises à mort sont hyper originales, je trouve très très bien trouvées. La scène de fin, le fait qu'il soit hors de l'ordinateur, c'est un petit peu dommage et c'est un petit peu exagéré, même si c'est quand même sympa. Et le fait qu'on voit qu'en gros, il y a une espèce de jeu dans le jeu. Vous comprendrez si vous voyez le film à la fin. C'est vraiment sympa, c'est vraiment cool. Donc c'était une belle découverte, une belle surprise. J'aurais aimé. Je suis pas déçu de ne pas l'avoir vu en salle, je pense que j'aurais pas aimé. Parce que c'est pas un film qui était fait pour le cinéma. Ça, à la limite sur la télé c'est bien, mais sur l'ordinateur c'est mieux parce que ça prend clairement l'écran d'ordinateur, le temps du Skype, et on a l'impression que ça nous arrive à nous. Enfin, c'est vraiment particulier, c'est vraiment un concept très très sympa. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc Unfriended Dark Web. Ensuite, au poste 2018, Quentin Dupieux. Donc un flic est en plein interrogatoire face à un suspect. Donc le flic c'est Benoît Poulvord, le suspect c'est Greg Lutig, et on a notamment dans la brigade putain comment il s'appelle lui, celui qu'on a bien vu chez les Ch'tis dans pas mal d'autres films, bref j'ai oublié son nom, celui des Déchiens aussi je crois, qui était dans les Déchiens, et Monsieur Fraise qui est un humoriste découvert sur On demande qu'à en rire, qui est complètement absurde et qui colle tellement à l'univers de Quentin Dupieux, et son personnage dans le film est juste trop bien. Et on a aussi un petit caméo d'Orelsan, qui est le fils de Benoît Poulvord, qui intervient dans une séquence complètement what the fuck aussi. Bref, le truc de base, c'est super classique. On suit un interrogatoire de flic, et en gros, c'est ça. La fin est vraiment bien trouvée, c'est vraiment cool. On est surpris une première fois, et là, tout ça, on est surpris une deuxième fois. Autant que les Greg Ludig, le suspect, parce qu'il comprend pas ce qui lui arrive, il sait pas si finalement c'est vrai, c'est pas vrai, on sait pas. Je vous invite à le voir, on passe vraiment un bon moment. Pareil, c'est un Dupieux qui a pas été
qui n'a pas été beaucoup mis en avant, je trouve, qui a été beaucoup critiqué. Injustement, parce que je le trouve vraiment très bon, et moi j'ai passé un très bon moment devant, donc au poste, je vous invite à le découvrir. Ensuite, 2019, le dernier Quentin Dupieux que j'ai tout juste vu hier soir, là, Le Dain. Donc avec Jean Dujardin, clairement, quasiment que lui. Le postulat de base, il est très simple. Il va hériter d'une veste en daim, vrai daim, qu'il va trouver magnifique et tout. Et petit à petit, cette veste va commencer à lui parler et en gros décider pour lui. Et clairement, elle va nourrir l'ambition qu'elle soit le seul manteau sur Terre, que personne ne doit porter d'autre manteau. Et qu'en gros, s'ils veulent pas enlever leur manteau, soit pour passer dans le film, ou soit clairement s'ils croisent quelqu'un qui veut pas enlever son manteau, ils veulent le buter. Le film tourne en slasher où Jean Dujardin, à coups de machette, dégomme des têtes parce que des gens veulent pas enlever leur manteau. C'est complètement what the fuck et c'est hyper jouissif. Je me suis régalé dans le film. Jean Dujardin, pareil, c'est un acteur super brillant. Qui choisit toujours justement ses rôles, je trouve. Quand on voit qu'il a commencé dans un truc comme Un gars, une fille, qu'il a fait... Il a été oscarisé pour The Artist, il a fait des rôles comme dans Contre-enquête, comme dans Le Convoyeur, je crois qu'il est très bon aussi, mais je ne l'ai pas vu purement, celui-là, c'est peut-être pas celui-là. Le Bruit des glaçons, que j'aime beaucoup avec Dupontel. Il a fait trop de bons films du jardin, et j'accuse cette année que j'aimerais beaucoup voir de Polanski. Bref, et petit à petit, il va récupérer le reste de l'attirail. Des bottes en daim, le chapeau qui est en daim également, les gants en daim. Jusqu'à la fin qu'on voit arriver, mais gros comme une maison, et pourtant, on sourit devant la fin. Enfin, c'est gros, c'est convenu, mais c'était génial. C'était évident que ça allait se terminer comme ça, et c'est trop bien, et c'est cool. Franchement, encore une fois, un excellent Quentin Dupieux. J'ai hâte de voir son prochain. J'ai hâte de me remater Réalité parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, tout comme Bon Cops et Rubber. Je vais me faire les trois à la suite, je crois. Et donc voilà, je vous invite à découvrir également donc Le Dain, film complètement what the fuck. Et le tout dernier que je vais vous parler, film de 2019 également, qui est le dernier film que j'ai regardé hier soir avant de me coucher, après Le Dain, qui est Wedding Nightmare, ou Wedding or Not, je crois, l'autre titre. Donc c'est réalisé, alors j'ai plus le nom de la personne, mais le mec a fait 666 Road, donc un film à sketch qui est assez sympathique, et The Baby que j'avais détesté, qui est un fan footage, un démoniaque, j'avais détesté au cinéma. Donc un couple tout juste marié va devoir mettre en place la tradition de la famille, qui est de faire un jeu de société, donc ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a une carte qui ne doit pas tirer, et c'est cette fameuse carte qui tire le Wedirna, donc le hide and seek, le cache-cache. Et en fait, on va comprendre que c'est un cache-cache mis à mort, quoi. Donc chacun vont être armés d'une arme, et en gros, le but, ça va être qu'avant le lever du soleil, ils butent la mariée, voilà, clairement. Et s'ils n'y arrivent pas, ils sont persuadés qu'il y a une espèce de malédiction qui va s'abattre sur eux, et peut-être ils vont mourir. Et le film est excellent, je m'attendais pas autant apprécié, je pensais que ça allait être un slasher assez lambda, un survival assez banal, avec blindé de jumpscare, pas du tout. De mémoire, j'ai pas eu un jumpscare à la Blumhouse, quoi. Les acteurs sont très bons, Adam Brody est très cool, la mariée, j'ai plus son nom d'actrice, mais pareil, je l'adore. Toute la famille, ils ont tous un côté cinglé, c'est très bien, ça m'a énormément fait penser à Your Next. Franchement, ça m'a énormément fait penser à Your Next dans la conception du film, ça s'en rapproche pas mal. Et je pense qu'une soirée enchaînée Your Next et Wedding Nightmare, ce serait parfait, avec des bières et du popcorn. Et la fin est jouissive, quoi. La fin est démente, et quand le flic interroge la nana à la fin et lui dit qu'est-ce qui s'est passé? Oh rien, je me suis marié. Ça donne la vision qu'a le réalisateur sur le mariage, et le film est top. Franchement, les mises à mort sont vraiment originales, blindées d'idées, d'originalité. Je vous invite fortement à le voir. Voilà les amis, c'est une vidéo beaucoup trop longue, 56 minutes, je vous invite à la regarder en plusieurs fois. J'avais vraiment envie de vous parler de tous ces derniers films que j'ai vus. Ça me manquait clairement de vous parler de cinéma, et j'espère que ça vous plaira. Alors même si vous devez regarder la vidéo en 25 fois, n'hésitez pas en tout cas à me laisser un commentaire une fois que vous avez terminé. Commentez en fonction des films que vous avez aimés ou vous avez vu ou pas dedans, et nous on se reverra très prochainement. Si le format vous intéresse et vous a plu, à la limite je vous en ferai une par mois comme ça, où je vous parlerai de tous les films en une fois, ou alors je ferai plusieurs petites vidéos dans lesquelles je ferai les différents résumés des films. Portez-vous bien les amis, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, ce sera sûrement une vidéo achat. Joanne Anonyme est ok. Ciao ciao.